Et Hélène Frade nous a rejoint pour Dans la presse. Rebonjour Hélène. Bonjour Pauline. On débute avec ce nouveau témoignage recueilli par le journal La Croix sur l'opération Turquoise menée par l'armée française à la demande de l'ONU pour venir en aide aux civils rwandais lors du génocide de 1994. Le quotidien français publie ce matin le témoignage inédit d'un aviateur qui a souhaité garder l'anonymat et qui dit avoir pris part à cette opération turquoise. Selon le journal, son récit accréditerait la thèse selon laquelle l'opération turquoise aurait d'abord été montée au profit du gouvernement provisoire Hutu et interrogerait également sur la réalité d'une intervention française strictement humanitaire dès le départ. La Croix rappelle que le livre d'un ancien militaire, le capitaine Guillaume Ancel, publié il y a 3 mois, remettait déjà en cause la version officielle de Paris. Également interrogé par La Croix, le général Jean-Claude Lafourcade rejette, lui, ces 2 témoignages, celui de ce militaire anonyme comme celui de Guillaume Ancel, des récits qu'il qualifie d'ineptie, je le cite. Questionné par le journal, qui lui fait part de ses doutes sur le fait que personne en France ne l'ait interrogé à l'époque, en 1994, comme il le soutient, sur les responsables du génocide. L'ancien commandant de l'opération Turquoise répond que c'était à l'ONU de le dire, puisque les soldats français agissaient sous son mandat. Et l'ONU, dit-il, ne nous a rien dit. La Croix, pour sa part, évoque des questions qui justifieraient que soient déclassifiées d'urgence les archives sur le sujet. Dans la presse, également les réactions à la victoire revendiquée par Recep Tayyip Erdogan et son parti, l'AKP, aux élections d'hier en Turquie. Le président sortant, vous l'avez dit, est désigné vainqueur dès le premier tour. L'AKP et ses alliés remportent la majorité des sièges au Parlement. Recep Tayyip Erdogan inaugure le nouveau régime présidentiel avec une nette victoire, assure le journal turc Sabah, qui annonce que le chef de l'État dirigera le pays avec un mandat clair pour les 5 prochaines années, c'est-à-dire jusqu'au centenaire de la République turque en 2023. Le quotidien égratigne au passage, Pauline, l'immense majorité des médias internationaux qui ont induit en erreur leurs téléspectateurs, je cite, en leur faisant croire que l'opposition pourrait passer en force et atteindre le second tour et gagner la majorité des sièges au Parlement. L'opposition turque, en tout cas, conteste ces résultats officiels. Et le journal Cumhuriyet évoque une victoire de l'islam politique qui serait aussi une défaite pour la démocratie en raison de l'incompatibilité fondamentale, selon lui, entre la notion même d'islam politique et de démocratie. Une pensée qui est dans la droite ligne de la laïcité défendue justement par le père de la République turque, Mustafa Kemal Atatürk. Une critique de moins en moins audible en Turquie. Dans un pays où la presse libre a été laminée, en particulier depuis le coup d'État manqué de 2016, où des dizaines de journalistes sont actuellement emprisonnés. Il ne reste quasiment plus personne pour dire la vérité au pouvoir, selon The Times, qui affirme que depuis 2 ans et l'entrée en vigueur de l'état d'urgence, la Turquie, je cite, a commencé à ressembler à l'Allemagne des années 30 à cause de la fermeture, on vient de le dire, de nombreux journaux et médias, mais aussi par le fait que la culture populaire serait contrainte de servir le parti au pouvoir, les opposants politiques de Recep Tayyip Erdogan étant, eux, pourchassés, soumis au chantage ou réduits au silence. C'est ce que rappelle donc le quotidien britannique qui en veut pour preuve notamment le temps de parole qui a été accordé au principal rival de Recep Tayyip Erdogan, Muharrem İnce, le candidat du Parti républicain du peuple, qui n'a disposé durant toute la campagne que de 15 heures d'antenne sur la télévision publique turque, contre 181 heures pour le président sortant. Et aux États-Unis, la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders, a été mise à la porte d'un restaurant de l'État de Virginie vendredi soir au motif qu'elle travaille pour Donald Trump. D'après USA Today, cet incident aurait littéralement mis le feu aux réseaux sociaux entre partisans et opposants de Donald Trump, dans un contexte, on le sait, où les esprits sont très échauffés par les politiques sur la politique migratoire de l'administration Trump. The Washington Post, qui rappelle que 2 incidents semblables ont eu lieu la semaine dernière concernant 2 des principaux architectes de cette nouvelle politique dite de tolérance zéro, le conseiller de Donald Trump, Steve Miller, et la ministre de la Sécurité intérieure, Kirstjen Nielsen. Eh bien, ils demandent à ce qu'on laisse les membres de l'équipe Trump dîner en paix, ce qui insiste sur le fait que les États-Unis se trouvent dans un moment spécial pour justifier ces incivilités, devraient réfléchir un instant au nombre d'Américains qui pourraient reprendre cet argument à leur compte et trouver là, à leur tour, donc, un moment spécial
Au bout de cette route, il y a un monde où seuls les plus aisés acceptent finalement de travailler pour le service public. Et cette logique-là ne rendra service à personne, je cite. Merci beaucoup Hélène, on vous retrouve demain également pour Dans la presse.